Et si le pire était derrière Bitcoin? Si ce fameux cycle, qui est attendu pour le coup par la majorité des investisseurs crypto, ce bull run, cette hausse de Bitcoin lui permettant d'atteindre une nouvelle valeur record, n'était pas sur le point d'arriver en fin d'année 2024 ou encore durant l'année 2025. Après tout, c'est arrivé en 2013, en 2017, en 2021, et même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est suivi, attendu par la plupart des investisseurs du marché crypto. Dans cette vidéo, je vais analyser un certain faisceau d'indices et des informations qui montrent, quoi qu'il arrive, que la situation de Bitcoin est bien différente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Et les choses risquent de s'accélérer, particulièrement pour Bitcoin. Alors si vous venez d'arriver sur cette vidéo, peut-être que vous ne me connaissez pas. Et je me dois d'autant plus d'insister sur ce que je vais vous dire. Cette vidéo devrait dégager un sentiment positif vis-à-vis de l'évolution de Bitcoin sur le moyen long terme. Et c'est d'autant plus important car généralement mon contenu est neutre. Aujourd'hui, ma communauté est la plus large à traiter uniquement des sujets crypto et ceux en langue francophone. Bien que ce soit un plaisir d'avoir cette portée, c'est également une très grande responsabilité. Plus ma communauté se développe, plus je prends du recul, et bien que j'ai toujours de profondes convictions sur le marché des cryptos, je n'ai toujours aucune certitude, et c'est pour ça que j'essaye d'éduquer et de responsabiliser autant les personnes qui me suivent. Investir comporte des risques de perte de capital, et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. De plus, et même si cette analyse permet de positionner mon portefeuille aujourd'hui, ma position est susceptible de changer et d'évoluer en fonction des différents facteurs exogènes que l'on pourrait voir apparaître sur le marché ou encore des nouvelles informations qui pourraient venir et changer la donne. Je vous invite à me suivre car si ma position et mes convictions changent, je vous le ferai savoir. En attendant, s'il vous plaît, soyez prudents, faites vos propres recherches. Désolé d'insister autant avec ça, mais certains débutants qui découvrent ma vidéo pourraient surinterpréter cette dernière et prendre une position qui pourrait être dangereuse pour leur portefeuille. Maintenant que tout cela est dit, concentrons-nous sur l'essentiel. Pour remettre le contexte, Bitcoin a accéléré très fortement en début d'année. Le plus gros fonds d'investissement, BlackRock, a obtenu un ETF sur Bitcoin, ce qui a fait rentrer des liquidités massives et qui a propulsé Bitcoin à battre son nouveau record en mars 2024. Un record à un peu moins de 74 000 $. De plus, un mois après, il y a eu le halving, un moment clé suivi par le marché puisque c'est le moment où les mineurs de crypto-monnaies, les ordinateurs qui sécurisent le réseau, perçoivent 2 fois moins de nouveaux bitcoins. Ça crée un effet de rareté et ça vient diminuer l'inflation de la circulating supply, c'est-à-dire les bitcoins actuellement en circulation. Alors que jusqu'à présent, Bitcoin allait prendre 4 ans à 4 ans et demi avant de revisiter des plus hauts records, c'est arrivé bien plus vite cette fois-ci. Et après ça, Bitcoin est resté très volatile. Il a ensuite rebondi entre 53 000 et 73 000 $. Et à l'heure où je vous parle, c'est toujours le cas. On est en plein milieu de cette fourchette puisqu'il est en ce 23 septembre au soir aux alentours des 64 000 $. Ça a créé un mood particulièrement pessimiste parce que même si Bitcoin et Ether arrivent à maintenir un certain prix sur les marchés, la plupart des plus petites crypto-monnaies, elles ne profitent pas de cette robustesse et souffrent terriblement, affichant des performances allant de moins 70 à moins 90% pour la plupart d'entre elles et la plupart des jeunes listés sur ce marché cette année. Et bien que ça ait été attendu, ça a donné un été particulièrement douloureux. Déjà parce que beaucoup de personnes ont investi massivement au premier trimestre de l'année 2024 en pensant que ça y est, le bull run était simplement en avance, les crypto-monnaies sont sur le point de décoller. Ça leur a fait très drôle de voir le marché se calmer et de voir la plupart des crypto-monnaies de leur portefeuille dans le rouge alors que Bitcoin, lui, ne savait pas où donner de la tête et pouvait se rapprocher des 70 tout comme rejoindre rapidement les 50 000. Ça a créé de la confusion et ça a surpris beaucoup d'investisseurs qui ont littéralement FOMO et qui ont eu peur de rater le train de ce bull run en investissant massivement dès qu'ils ont vu du vert en début d'année. Ensuite, il y a eu les ETF sur Ether qui n'ont pas eu le même impact que sur Bitcoin et qui a également surpris un grand nombre d'investisseurs. La Security Exchange Commission, le régulateur américain sur qui tous les yeux sont braqués, attaque énormément de projets crypto, principalement sous couvert de requalification de ces crypto-monnaies en potentiel securities, des titres financiers. MTGOX, un hack qui date d'il y a plus de 10 ans, rembourse seulement ses clients maintenant. Autant vous dire que les gens qui reçoivent des bitcoins aujourd'hui, bitcoins qui n'ont plus la même valeur, ont tendance à les vendre et donc à créer une pression vendeuse. Certains pays, comme les États-Unis ou encore l'Allemagne, ont vendu des saisies qu'ils avaient en bitcoin et donc ont amplifié encore cette pression de vente. Et pour finir, les mineurs de bitcoin ont vendu beaucoup de leurs réserves. Ça y est, on arrive enfin à mi-septembre et c'est là que le ciel semble commencer à se dégager puisque pas mal de facteurs commencent à évoluer de cette première situation que je viens de vous donner. Premièrement, les mineurs. Comme je vous l'ai dit, il y a eu le halving.
C'est un événement qui est plutôt positif, en tout cas dans le passé, il a souvent conduit à une accélération de la hausse du prix des crypto-monnaies, mais instantanément, quand le halving vient d'avoir lieu, ça réduit surtout de 50% le revenu des mineurs de crypto-monnaies. Ce sont donc des entreprises qui ont des dépenses et qui ont du matériel informatique et du jour au lendemain gagnent 2 fois moins de bitcoin. Autant vous dire que si son prix n'évolue pas, il gagne 2 fois moins d'argent. En tant que grosse entreprise dans l'industrie du minage, vous n'avez pas 25 choix qui s'offrent à vous à ce moment-là. Alors oui, il y a évidemment espérer que le bitcoin s'envole, soit pourquoi pas 2 fois plus haut qu'il n'était la veille pour que vous puissiez gagner à peu près le même niveau de revenu, mais généralement vous ne pouvez pas patienter et vous avez des charges à couvrir. À ce moment-là, 2 offres s'offrent à vous. La première, la faillite, c'est-à-dire arrêter l'activité, renoncer à miner du bitcoin et donc débrancher les mineurs de crypto-monnaies du réseau, ou alors couvrir vos dépenses avec votre réserve actuelle de bitcoin, vos stocks, potentiellement même réinvestir des bitcoins afin de pouvoir améliorer son parc de minage, améliorer sa puissance de calcul, augmenter sa capacité à miner pour pouvoir augmenter quantitativement le nombre de bitcoins que vous pouvez générer et essayer de combler cette baisse de revenus qui vient du halving. Et globalement, c'est ce qu'on a observé. Premièrement, la difficulté de minage, c'est-à-dire la puissance de calcul total du réseau, a baissé dans un premier temps. Il y a vraiment eu des capitulations, c'est-à-dire des entreprises qui ont débranché leurs mineurs parce que ce n'était plus rentable de miner, ou des gens qui ont simplement arrêté leur activité de minage. D'un autre côté, on observe que les stocks de bitcoin détenus par les entreprises et par les mineurs de crypto-monnaies sont au plus bas depuis 2021. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu d'autre choix que de vendre pour updater leur parc, l'améliorer, ou au contraire pour couvrir leurs frais. Et c'est seulement depuis quelques semaines que la difficulté de minage recommence à partir à la hausse. Les mineurs les plus faibles semblent avoir été écartés, voire même rachetés par les plus gros et par les plus robustes, et la puissance de calcul commence à repartir petit à petit à la hausse, ce qui montre bien que les mineurs ont recommencé à renforcer leur parc et à investir d'autant plus dans le minage. Mais tout ça n'était qu'un premier indicateur. Le deuxième, celui qui a fait beaucoup plus de bruit et que vous avez probablement suivi, c'est celui de la baisse des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Les taux d'intérêt directeurs des banques centrales sont des éléments clés qui influencent l'investissement sur les actifs à risque. Et historiquement, il y a une corrélation négative qui existe. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt directeurs montent, il y a moins d'argent investi sur les actifs à risque et sur les marchés financiers. Et quand les taux d'intérêt directeurs baissent, les investisseurs, eux, recommencent à prendre des risques et recommencent à investir sur les marchés et pourquoi pas les crypto-monnaies. Pour faire simple, quand les banques centrales permettent des investissements très peu risqués, des obligations d'État par exemple, avec des très beaux taux d'intérêt et de rémunération, à quoi bon prendre des risques? Mais quand ces taux d'intérêt baissent, l'investisseur, lui, qui va chercher de la performance, se doit de rediriger sa liquidité vers d'autres produits financiers, notamment des actifs plus risqués. Depuis le Covid et pour contenir l'inflation, la plupart des banques centrales dans le monde ont augmenté leur taux d'intérêt directeur. Maintenant que cette inflation semble contenue, la plupart d'entre elles ont commencé progressivement à la baisser. Le Canada, la Suisse, la zone euro par exemple, mais les États-Unis, eux, n'avaient pas encore fait de baisse. C'est-à-dire que depuis le Covid, les taux d'intérêt ont augmenté, ont été jusqu'à 5,25 ou 5,5% et n'avaient pas baissé depuis. Et maintenant que l'inflation semble être contenue, et plus par peur d'une récession et pour, au contraire, soutenir l'économie et contenir le chômage, la Fed a annoncé ce 18 septembre, il y a quelques jours, sa première baisse de taux d'intérêt. Et ça a déjà eu un impact sur le marché. Déjà, on parle d'une baisse de 50 bips, 50 points de base, c'est-à-dire 0,5%. Ramenant entre 4,75 et 5% ces taux d'intérêt. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est le virage qui a été pris et le discours de la Fed à ce moment-là. Déjà, c'est pas une simple baisse. C'est l'objectif de baisser durablement ces taux d'intérêt. L'objectif est de baisser d'encore 50 bips d'ici la fin de l'année, plus d'1%, donc 100 bips sur l'année 2025, et baisser encore jusqu'à tendre sous les 3% d'ici 2026. C'est donc pas simplement une baisse, mais bel et bien un message clair, la baisse sera durable et progressive. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait autant de liquidités qui reviennent sur les actifs risqués, et pourquoi, si c'est une bonne nouvelle, puisque mine de rien, la hausse des taux avait fait du mal aux crypto-monnaies, la baisse des taux devrait donc instantanément faire du bien, et même si ça a été le cas dans les derniers jours, pourquoi au moment de l'annonce, ça a secoué et ça a affecté négativement les crypto-monnaies? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ça crée un choc et un mouvement sur le dollar, et ça fait peur aux investisseurs quand même. Pour comprendre d'un peu plus près ce qui se passe, il faut zoomer sur le carry trading, qui est une activité qui est particulièrement affectée par le changement des taux d'intérêt directeurs. Le carry trading, pour faire simple, c'est une activité qui consiste à emprunter une monnaie fiat, comme par exemple du yen au Japon, à un taux d'intérêt réduit, imaginons 1%, échanger ce yen contre du dollar, une autre monnaie fiat, donc des monnaies qui sont théoriquement relativement peu volatiles, en tout cas en comparaison à certains actifs risqués, les monnaies sont plutôt stables, et emprunter cette deuxième monnaie, le dollar américain, dans mon exemple, à 5 ou 5,25%. On est donc sur deux classes d'actifs qui ne devraient pas trop être volatiles, et on emprunte à quelque chose que l'on va prêter à plus de 5. On va donc générer des intérêts et un rendement sur cette position. Ainsi, quand la Fed vient réduire
réduire les intérêts sur le dollar et plus que ça encore, vient changer son discours en expliquant que c'est dans l'objectif moyen-long terme de continuer cette baisse et de réduire encore plus ces taux d'intérêt, cette activité devient moins profitable, en tout cas moins profitable sur le dollar. Beaucoup de carry traders et des fonds d'investissement spécialisés dans cette activité, qu'on appelle des money management funds, vont petit à petit modifier leur position et quitter progressivement le dollar américain. À ce moment-là, beaucoup d'investisseurs vont faire le chemin inverse, vont vendre du dollar pour acheter d'autres monnaies. Et ça va, en tout cas, sur le moment, fragiliser le dollar américain. Donc même si globalement ça peut être positif pour les actifs risqués, à l'instant T, quand il y a des grosses variations sur les taux d'intérêt directeurs, ça peut affecter le dollar et donc créer de la panique, un manque de visibilité et affecter sur le court terme le marché à la baisse. Pour vous donner un petit peu plus de détails, entre le début de la période Covid, où les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, et aujourd'hui, les Money Management Funds ont augmenté leur montant sous gestion de plus de 23%, en passant de 5 200 milliards à plus de 6 500 milliards. Maintenant que cette activité est moins rentable, petit à petit, alors que les produits vont arriver à échéance, les investisseurs vont faire demi-tour et on pourrait donc s'attendre à plus de 1300 milliards de liquidités, voire peut-être même un peu plus en fonction de si les taux descendent suffisamment bas, qui vont être réinjectés dans la finance traditionnelle. À l'échelle de la finance mondiale, c'est important, mais si vous voulez un comparatif, 1300 milliards, c'est presque 60% de la valeur de tout l'écosystème des crypto-monnaies. La prochaine annonce de la Fed sera le 7 novembre et ça nous permet d'aller au point suivant parce que 48 heures avant la prochaine annonce de la Fed, il y a un autre point très important et très suivi, c'est-à-dire les élections américaines. Les élections américaines sont très suivies, particulièrement dans le monde de la crypto-monnaie, et vous allez voir pourquoi, et surtout, c'est très serré. Les prédictions donnent un 50-50 avec entre 1 à 3% d'avantage pour Kamala Harris face à Donald Trump. Généralement, en fonction des méthodes utilisées, les sondages visant à évaluer les chances d'un candidat à l'élection présidentielle sont relativement précises. Mais cette précision donne quand même 5 à 15% de marge d'erreur la plupart du temps. Donc quand c'est aussi serré, c'est très compliqué de savoir ce que ça va donner. On le sait bien, Donald Trump a une position très pro-crypto. Depuis quelques mois, il veut faire des États-Unis le cœur même de l'écosystème crypto et blockchain dans le monde. Il parle de virer une grande partie des personnes qui sont contre et qui freinent selon lui le développement de cet écosystème. Il veut être pro-crypto et certains membres de sa famille veulent même lancer des projets dans la finance décentralisée. Bref, est-ce que c'est une promesse électorale? On n'en sait rien, mais quoi qu'il arrive, c'est une promesse forte qui a été faite et qui a touché tout l'écosystème. De l'autre côté, Kamala Harris est vue comme beaucoup moins pro-crypto. Naturellement, elle représente encore pour beaucoup de gens la continuité du gouvernement Biden qui lui était plutôt hostile aux crypto-monnaies. Mais pour le coup, il s'agirait quand même d'un changement de position. Plusieurs gros donateurs démocrates mettraient également des pressions pour avoir un environnement beaucoup plus pro-crypto, notamment pour changer le visage de la Security Exchange Commission, le régulateur, en se séparant de Gary Gensler eux aussi. Il semblerait donc que, quelle que soit l'issue des élections présidentielles, l'avenir de la politique crypto des États-Unis soit plus clémente vis-à-vis de Bitcoin et du marché crypto qu'elle ne l'était sous le gouvernement Biden. Malgré tout, le jour J, si ce n'est pas Donald Trump qui est élu, il devrait y avoir un mouvement négatif sur le marché, car c'est évidemment l'un des deux candidats qui aura la position la plus clivante pour le développement de l'écosystème. Attention malgré tout, Donald Trump n'est plus seulement pro-crypto, il semble être anti-système de plus en plus et anti-banque. Sa situation est particulière dans le sens où il a également essuyé 2 tentatives d'assassinat et ça semble devenir un vrai gros problème pour plusieurs personnes aux États-Unis. On entend même des gens qui disent que ce sera soit lui le nouveau président, soit qu'il sera assassiné avant sa campagne. Une chose est certaine, entre ça et les changements de taux d'intérêt directeur, le marché sera tourné vers les États-Unis et ce qui s'y passe jusqu'à début novembre. Mais il n'y a pas que les États-Unis. La Chine et la Russie font beaucoup parler d'eux. Alors la Chine, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, premièrement, et de par sa situation économique, la Banque centrale vient de modifier certaines obligations bancaires, pour faire plus simple, permettre aux établissements bancaires de prêter, de soutenir et d'investir encore plus facilement dans l'économie, en réduisant notamment certaines obligations de fonds propres. Et pour faire très simple, quand la liquidité arrive plus simplement dans la main des investisseurs, elle a plus de chances de se retrouver sur les marchés de capitaux et sur les marchés à risque, notamment pourquoi pas les crypto-monnaies. Mais on commence également à entendre certaines rumeurs comme quoi la Chine serait sur le point, encore une fois, de débannir les crypto-monnaies. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que ça n'arrivera pas. La Chine fait le yo-yo depuis toujours. Elle interdit, elle débannit les crypto-monnaies, elle autorise, puis finalement elle change d'avis, elle interdit certaines activités, puis elle l'autorise dans certaines zones. Bref, la Chine est aujourd'hui fermée aux crypto-monnaies et il se pourrait bien, encore une fois, comme elle le fait depuis toujours, qu'elle fasse la girouette et qu'elle autorise de nouveau les crypto-monnaies. Malgré tout, on entend beaucoup de rumeurs pour dire que ça arrive très bientôt. Certains comptes Twitter publient même tous les jours pour dire que ça y est, breaking news, la Chine est sur le point d'autoriser de nouveau Bitcoin.
Attention, ça vient principalement de rumeurs de Justin Sun, un acteur bien connu de l'écosystème crypto, qui a posé une question pour savoir quel serait le meme coin qui représenterait et qui aurait le meilleur succès sur cette fameuse narrative. Si vous savez pas ce que c'est un meme coin, je vous mets une vidéo, je pense que vous avez de quoi vous faire mal à la tête et vous allez comprendre le délire. Mais surtout le CEO de Galaxy Digital, entreprise très exposée en crypto-monnaie, qui dans un tweet aujourd'hui supprimé depuis, puisqu'il attend d'avoir plus d'informations, explique que selon lui, c'est très probable que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, prenez du recul. Évidemment, quand beaucoup d'investisseurs ont senti le sol se dérober sous leurs pieds après les ETF Bitcoin et le bull run qu'ils attendaient ne s'est pas présenté, naturellement, beaucoup de gens ont envie de conforter dans leur position et se dire que oui, tout arrive, tout s'aligne, ça y est, le bull run est là. Ce n'est pas aussi simple et au contraire, commencer à croire n'importe quelle rumeur pour conforter sa position n'est absolument pas la bonne méthode pour essayer d'anticiper au mieux ce qui peut se passer. En ce qui concerne la Russie, ce sont plutôt des mesures mises en place par Vladimir Poutine pour réduire au plus possible de la dépendance qu'ils ont au dollar américain. Il s'agit de nombreuses mesures, mais dans les crypto-monnaies, alors que le minage était interdit ou en tout cas très régulé, il serait sur le point de redevenir autorisé, encore une fois début novembre, notamment en respectant certaines conditions et en restant sous un seuil de consommation énergétique. Quoi qu'il en soit, le message est plus fort que simplement concentré sur les crypto-monnaies. Il s'agit d'un mouvement plus global où, entre les guerres, ce qui se passe en Russie, ce qui s'est passé au Salvador avec le fait que Bitcoin est devenu l'une des monnaies légales du pays, la dédollarisation et la volonté de ne plus être sous le joug du dollar américain et de sa potentielle pression, est au cœur des débats plus que jamais. C'est cette tendance de fond qui pourrait profiter, et cette fois-ci non pas qu'à Bitcoin, mais bel et bien toutes les autres monnaies. Pour les différentes raisons que je viens de vous donner, il semblerait en effet que le plus dur et que les moments les plus compliqués soient derrière Bitcoin. Certaines pressions de vente ont été exercées, d'autres pressions acheteuses commencent à arriver et de nombreux éléments, notamment début novembre 2024, pourraient propulser le Bitcoin dans la bonne direction. Malgré tout, il y a encore des inconnus dans l'équation et c'est très important de les suivre. Bon, déjà, on le sait bien, il y a des Black Swans qui peuvent arriver. Entre le Covid il y a quelques années et la guerre, la situation macroéconomique qui est très difficile à comprendre, la situation au Japon ou en Chine qui essayent de maintenir leur économie ou leur monnaie, il y a des décisions très importantes qui sont prises aujourd'hui et qui peuvent affecter tous les marchés, dont le marché des cryptos. Et ça, on ne peut pas l'anticiper. En plus de ça, Bitcoin se corrèle un petit peu à ce qu'il veut quand il veut. Des fois, il est corrélé à l'or, des fois, il est corrélé aux valeurs de la tech comme le Nasdaq, encore plus depuis qu'il y a des institutions, et des fois, il est simplement corrélé de façon inverse au dollar. On ne sait pas comment est-ce qu'il va forcément réagir s'il y a des mouvements violents sur les marchés que je viens de vous citer. Mais il y a deux autres petites informations qui sont très intéressantes à observer et qui pour l'instant ne donnent pas de signaux particulièrement positifs ou négatifs, mais pourraient bien en donner. Déjà, je vous ai parlé dans cette vidéo de Bitcoin. L'actif. Vous l'avez compris, c'est de moins en moins le représentant de l'entièreté de ce marché. Alors oui, quand il se valorise, généralement, les crypto-monnaies prennent de la valeur. Mais maintenant, certaines crypto-monnaies ne se valorisent pas tant que ça quand Bitcoin s'apprécie. Le fait que les investisseurs institutionnels, grâce aux ETF, ont pu concentrer de la liquidité sur Bitcoin et sur Ether, fait qu'il y a certains mouvements qui les affectent seulement eux et qui ne touchent pas tout le marché. De la même façon, ce sont de la liquidité qui, naturellement, ne peut pas aussi facilement sortir des ETF pour aller sur des plus petites monnaies. Ça pourrait changer la forme de l'alt season qu'on pourrait connaître ou la retarder, c'est-à-dire le moment où les plus petites crypto-monnaies s'apprécient. J'entends souvent un commentaire qui est très vrai, qui dit que les fonds positionnés sur les ETF restent très petits en termes de volume en comparaison à tout le reste du marché. C'est vrai, mais même si ce n'est qu'une petite partie de ce marché, c'est un gros indicateur, c'est un gros créateur de sentiments. Tout le monde regarde les volumes qui rentrent et qui sortent des ETF. Et une mauvaise journée sur les ETF, bien que ça ne représente quelques centaines de millions, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle du marché, ça vient affecter le moral, voire même la position de tous les investisseurs, et vient créer des gros mouvements de vente ou des gros mouvements de confiance quand c'est dans le sens inverse. Bref, Bitcoin arrive à avoir des victoires qu'il ne partage pas avec l'entièreté du marché des cryptos, et on dirait qu'il y a deux temps de mesure entre Bitcoin, les altcoins, mais aussi le marché retail et le marché des institutions. Ça vient complexifier l'équation et donner encore moins de visibilité sur la direction que le marché pourrait prendre. Et évidemment, je garde ça à l'œil et si ça vient modifier mes convictions et la constitution de mon portefeuille, j'en ferai part avec vous dans une vidéo sur ma chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je ne le fais pas souvent et vous savez très bien pourquoi. Finalement, le marché n'a que deux directions, il peut prendre de la valeur ou en perdre. Avec mon exposition aujourd'hui, je ne gagne pas grand-chose à donner ma position et les réseaux sociaux me rappellent très largement quand cette dernière prend le sens opposé à celle que j'attendais. De plus, il y a beaucoup de débutants qui ne me suivent pas au jour le jour et donc quand ma position évolue, certains ne suivent même pas cette évolution et ça devient presque dangereux s'ils prennent des positions suite à un simple contenu. Faites vos recherches, lisez, renseignez-vous, partagez votre position avec des gens qui ont également des convictions sur ce marché et surtout nuancez mon propos avec celui d'autres créateurs de contenu. Je voulais vraiment remercier Vincent Mathieu, un analyste qui a travaillé plusieurs années en banque et qui
qui nous rejoint aujourd'hui dans l'équipe d'analyse de Meria, notamment dans l'équipe de gestion de portefeuille. Pour rappel, Meria est une entreprise d'investissement en crypto qui a vu le jour sur cette chaîne YouTube il y a plus de 7 ans. Je me dois de remercier Vincent pour la simple raison que j'ai structuré mon propos autour de l'un de ses écrits et de son analyse, mais on l'a ensuite retravaillé ensemble. Quand on est deux, c'est beaucoup plus facile de nuancer les propos de l'autre, de corriger certaines fautes et de préciser quand on essaye simplement de se conforter dans sa propre position en rajoutant des éléments qui viennent confirmer le fait que oui, le sentiment est positif, ou au contraire, analyser de façon la plus agnostique possible les différents faisceaux d'indices pour essayer d'en dégager une tendance moyen ou long terme. Je me permets assez rarement d'analyser des éléments aussi macro, mais avec des compétences comme les siennes dans nos équipes, je pense que ça va confronter certaines discussions très intéressantes, et si ça vous intéresse, ça fera pourquoi pas d'autres contenus ou des articles que je publierai également sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Je vous mets des liens, des sources, des informations dans la description. J'attends vos retours. Si j'ai fait une erreur et que vous désirez la corriger, n'hésitez pas à m'en faire part. Je remonte systématiquement les commentaires les plus pertinents, et si je me rends compte d'une erreur trop importante, comme toujours, je mets un commentaire épinglé avec des informations complémentaires pour toujours augmenter l'exactitude des données que je vous ai transmises. C'était Asher. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un contenu avec plus d'éléments positifs que négatifs, et ça fait quand même du bien, il faut se le dire. Abonnez-vous. Au revoir.